Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Alexandra Grzybowska, je suis coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques au Centre de la francophonie des Amériques. Au nom du Centre, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la troisième conversation littéraire de Noire Amérique. Conversation avec Kathleen Mars, animée par Rodney Saint-Éloi. Noire Amérique est présenté par le Centre de la francophonie des Amériques. Je tiens très chaleureusement à remercier nos collaborateurs qui soutiennent ce programme. Donc, c'est Alliance française de Chicago, Délégation générale du Québec à Chicago, American Association of Teachers of French et les éditions Mémoire d'Encrier. Aujourd'hui, c'est malheureusement la dernière conversation littéraire. Je suis persuadée que nous sommes plusieurs qui aurions aimé continuer encore et encore pendant plusieurs semaines ces conversations. Je vous remercie sincèrement de votre présence, d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Nous sommes plus de 650 inscrits aujourd'hui. C'est tout simplement formidable. Quelques informations pratiques pour vous. Donc, la conversation sera de durée de 40 minutes et sera suivie d'une période de questions de 15 minutes. Vous pouvez également échanger entre vous, commenter la discussion entre l'animateur et notre invité Kathleen Mars. Et surtout, vous avez la grande chance de poser les questions dans le chat, les questions à notre autrice invitée que je pourrais les lui présenter à la fin pendant l'échange. Également, une petite précision, merci de sélectionner l'option écrire à tous les panélistes pour que tous les participants, auditrices et auditeurs puissent prendre connaissance de vos commentaires. Sans plus tarder, je vous présente notre invité spécial de ce soir qui est avec nous. C'est M. Mario Limoges, délégué du Québec à Chicago, le collaborateur et partenaire du programme Noire Amérique. Monsieur Limoges, c'est à vous. Et bonjour à tous de partout. Tout d'abord, merci Alexandra pour cette chaleureuse introduction et je tiens à remercier non seulement l'animateur de cette conversation, Rodney Saint-Éloi, et l'invité, Kathleen Mars, mais aussi le Centre de la francophonie des Amériques, l'Alliance française de Chicago, Mémoire d'Encrier et l'American Association of Teachers in French d'avoir organisé cette importante série dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. La délégation du Québec à Chicago est fière de soutenir cette deuxième édition de Noirs d'Amérique. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mario Limoges et j'ai eu l'honneur d'être nommé délégué du Québec à Chicago par le Conseil des ministres en décembre dernier. Après avoir occupé le poste de sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec depuis 2015, j'ai désormais le privilège d'être le représentant du gouvernement du Québec afin de renforcer les liens économiques et culturels entre le Québec et le Midwest américain. Inaugurée en 1969, la délégation du Québec à Chicago assure la promotion et la défense des intérêts du Québec dans l'ensemble des 12 États du Midwest américain, dont le mandat couvre les secteurs économiques, commercial, gouvernemental, éducatif et, dans ce cas spécifique, bien sûr, culturel. En travaillant avec mon équipe aux affaires publiques, nous sommes fiers de faire rayonner la diversité de la culture québécoise et francophone à travers le Midwest, exactement comme nous l'avons toujours fait depuis plus de 50 ans maintenant. En terminant, la délégation du Québec est fière de soutenir cette série littéraire qui a pour but de partager et raconter différentes expériences dans le contexte du mois de l'histoire des Noirs. Sans aucun doute, une série comme Noirs d'Amérique est non seulement un vecteur puissant pour faire connaître des œuvres et des histoires,
mais également une excellente occasion de faire rayonner la francophonie dans toute sa diversité. La délégation du Québec continuera d'être engagée dans ces moments d'échange afin de promouvoir et défendre les valeurs de l'inclusion, du dialogue et de faire découvrir la richesse de la variété de la culture noire francophone du continent américain. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre mot de bienvenue. Maintenant, c'est le temps pour moi, c'est le temps de présenter Rodney Saint-Éloi. Vous le connaissez déjà très bien, ce n'est pas notre première rencontre. Mais pour rappel, né à Haïti, Rodney Saint-Éloi a plusieurs cordes à son arc, essayiste, romancier, poète et éditeur. En 2003, il a fondé les éditions Mémoires d'Encrier qui font une belle et importante place aux auteurs et autrices d'origines différentes. Il est auteur de plus de 20 livres. Son essai le plus récent, Les racistes n'ont jamais vu la mer, qui est coécrit avec Yara El-Gadban, est finaliste au prix de libraire 2022. Donc, Rodney, je te cède la parole pour qu'on puisse rencontrer et discuter avec Ketli Mars. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Alexandra. Merci au Centre de la francophonie. Merci à la délégation générale du Québec à Chicago. Merci vraiment à tous les gens qui nous écoutent de partout. Et je veux dire un grand merci à Ketli Mars parce que Ketli Mars est une amie. C'est difficile de présenter une amie, mais je prends le risque, Ketli, de te présenter. Je dis amis loin. En fait, amis loin, il faut parler un petit peu le créole parce que c'est comme ça qu'on le fait. Quand on rencontre Ketli, amis loin, amis que l'on regarde de loin par la fenêtre. Je me rappelle avoir rencontré Ketli Mars au début des années 90 dans un restaurant à Port-au-Prince à l'initiative de l'écrivain Jean-Claude Fignolet, dont je salue ici la mémoire. Moi, j'étais un tout jeune écrivain qui rêvait d'amour et de révolution, assurément de littérature. Et Jean-Claude Fignolet, notre aîné et maître et capital à tous deux, Jean-Claude Fignolet me présenta à Ketli Mars en me disant que je devais retenir ce nom. Il me dit, Rodney, pas oublier non ça, Kembe non ça. Tout en Ketli était humilité, tout en Ketli était silence, tout en Ketli était, je dirais, une aventure de la pensée, mais très calme. Ketli écrivait alors ses premiers poèmes empreints de parfum d'île. Elle possédait par touches, petites touches de sensualité, volupté distillée et une rare élégance coulée en miel, en feulement sanglot. Et la prévision de Jean-Claude Fignolet ne tarda pas à se faire réalité, puisque justement, quelques années après, Ketli Mars s'affirma comme une écrivaine qui s'exerça dans plusieurs genres d'ailleurs, avec 2 livres de poésie, 10 romans, 2 feuilletons, et puis des nouvelles, et puis des publications dans des revues et journaux. Et puis Ketli Mars aussi a reçu de nombreuses distinctions. Je vais citer quelques-unes de ces distinctions. Et tu m'excuseras, Ketli, je connais ton humilité. Ketli Mars est entré dans la littérature par un grand prix, le prix Jacques-Séphane Alexis de la Nouvelle, je me rappelle bien. Ketli Mars a eu à l'étranger le prix Senghor du premier roman. Ketli Mars a reçu le prix Prince Claus, un prix qui donne beaucoup d'argent. Félicitations, Ketli Mars, pour tout l'argent que tu as reçu du Prince Claus. Ketli Mars a reçu encore la bourse Barbancourt, qui donne encore de l'argent, et où Ketli Mars a écrit un merveilleux roman, on va en parler, pour ce prix qui est lié à ce prix, à la bourse Barbancourt. Et Ketli Mars a reçu aussi le prix Ivoire, on va peut-être en parler. Donc, Ketli Mars c'est l'ancienne présidente de Pen Club en Haïti. Merci pour le travail fait à Pen Club Ketli. Je voudrais signaler pour ma part le désir de Ketli d'habiter humainement. J'insiste sur le mot humainement la terre, parce que chez Ketli, c'est aussi une grande humanité. Je salue la belle présence de Ketli Mars, je salue la générosité
de Ketli Mars, la simplicité et la force de son œuvre, la bonté et aussi, je veux dire, la lucidité et la vérité qui marquent profondément chaque phrase de Ketli Mars. Et merci Ketli, Kembela. Merci beaucoup, merci de tout cœur d'être avec nous. Et comme j'avais cité Jean-Claude Fignolet, je voudrais qu'on dédie cette rencontre ce soir à Jean-Claude Fignolet, si tu n'y vois aucun inconvénient, Ketli. Je ne sais pas, c'est parce qu'il y a des gens assurément qui ne connaissent pas Jean-Claude Fignolet. Ça fait peut-être 10 fois que j'ai cité son nom. Tu me pardonneras encore, Ketli. Peut-être que tu pourras dire un petit mot pour Jean-Claude Fignolet. Absolument, Rodney. Après toutes ces belles paroles, je suis émue, je le suis. Moi qui me croyais rodée, encore à toucher une fibre très sensible. Merci Rodney, parce que quand même, ça fait 30 ans de cette époque-là dont tu parles. Ce n'est pas 30 jours, et notre amitié, eh bien, voilà, garder toute sa fraîcheur. Et quand on se rencontre, c'est une fête, c'est un plaisir, toujours. Ok, merci à toi, merci de cette présentation. Je salue rapidement tous ceux qui sont avec nous, qui nous écoutent de très loin pour certains. Je dis merci aussi à Francophonie des Amériques pour l'organisation de cette belle rencontre. Et puis, Rodney, oui, Jean-Claude Fignolet. Je me rappelle cette phrase qu'il m'a dite une fois, de son ton bourru habituel. Ne te contente pas d'un petit succès de saison, d'un moment de gloire. Vas-y plus loin, plus fort. Il faut que tu entres dans la littérature haïtienne par la grande porte. Je n'ai jamais oublié ce conseil qui venait vraiment du fond du cœur d'un ami pour qui j'avais une admiration immense. Et c'est pourquoi il ne faut jamais ménager les conseils, ne jamais ménager de prendre la main à un jeune auteur parce qu'un mot, une phrase, une attention spéciale peut changer la vie d'un créateur. Voilà. Merci. Je rappelle au public, Jean-Claude Fignolet a publié Les Possédés de la pleine lune et puis L'Aube tranquille. Donc, c'est des romans dans lesquels on a grandi vraiment, Ketli Mars et moi. Mais j'ai parlé de Jean-Claude Fignolet, Ketli, et puis en lisant, en écoutant, en espionnant tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, je sais qu'il y a une référence incontournable dans la littérature pour toi. Tu as ouvert la grande porte dans la littérature, en fait, haïtienne. Tu es entré dans la littérature haïtienne et cette entrée fracassante, moi, je ne connaissais pas l'entrée de Marie Chauvet dans la littérature haïtienne, mais je connais Amour, colère et folie, qui est aussi un livre vraiment fracassant. Mais j'aimerais bien que tu nous dises la vérité sur Marie Chauvet, parce que tu dis Marie Chauvet, pour moi, est véritablement la référence. Et que, donc, est-ce que tu peux, en fait, donner le secret au public? Bon, écoutez, pour une jeune femme qui commence à écrire, qui commence à apprécier la littérature, tomber sur ce roman en particulier, Amour, colère, folie, c'est un petit choc. C'est un bonheur, c'est une découverte qui nous frappe, qui nous habite, parce que Marie Chauvet est presque comme, pour moi, un extraterrestre dans son temps, dans ce milieu du XXe siècle, à l'orée d'une dictature. Elle est entrée en littérature aussi avec la dictature et qui sort cet texte provocateur, dissident, mais qui ne cède rien à la qualité de la littérature, à la profondeur de l'écriture, à la finesse et de l'analyse des personnages. Eh bien, c'est un tour de force que cette femme a réalisé dans le moment où elle l'a fait et dans les circonstances que l'on sait. Puisque, brièvement, on sait que Marie Chauvet, eh bien, a reçu a eu des difficultés pour être ce qu'elle était. Moi, j'ai lu sa correspondance avec Simone de Beauvoir et on peut voir ses rêves, on peut voir son vœu d'être une écrivaine à plein temps, à succès, et qui, malheureusement, ne s'est pas concrétisé de son vivant. Donc, pour moi, elle reste une icône, elle reste un modèle, elle reste un phare, en effet. Et non seulement par les sujets qu'elle aborde, mais par le niveau de son écriture qui, pour moi, est vraiment superbe, superbe.
Merci, Ketli, et merci pour le public, pour Marie Chauvet. Donc, je vais lire un petit poème, Ketli, Espace, publié dans Feulement et Sanglots. Trop souvent, on a oublié que Ketli Mars est poète et elle a commencé par la poésie. Et c'est un très, très court poème, Espace, et posé acte de parole, acte de corps et d'âme, liberté sur mesure, à mesure infinie. Merci, Ketli. Tu joues avec les mots, tu joues en feulement et sanglots. Qu'est-ce que représente aujourd'hui la poésie pour toi? Est-ce que c'était un geste de départ ou bien tu continues à écrire de la poésie? Oui, il est vrai, Rodney, que la prose, et particulièrement le roman, est venu vraiment prendre beaucoup de place, beaucoup de mon temps, de mon inspiration, de mon énergie, mais la poésie reste là, et j'en écris encore, heureusement, et j'écris de la poésie en créole depuis quelques temps, et c'est comme ça que je la ressens, c'est comme ça qu'elle vient, et non, et même l'écriture, mon écriture en prose aussi a une charge poétique des fois dans certains textes. Et bon, je vais faire une petite confidence. C'est une façon pour moi aussi des fois de faire passer des sujets difficiles pour le lecteur et pour moi-même aussi. Donc, je les mets dans un fourreau de poésie et comme ça, on reçoit plus facilement des thèmes, des sujets des fois qui peuvent déranger un peu. Donc oui, la poésie, elle est toujours là, j'en lis beaucoup, j'en écris parfois, et une vie sans poésie vraiment est une vie sèche. Une vie sans poésie est une vie sèche. J'espère qu'on va noter ces belles citations de Ketli Mars. Donc on note ça, une vie sans poésie est une vie sèche. Ketli Mars, le premier roman, Kassalé, je l'ai ici, avec la dédicace, ma très, très belle dédicace. Je suis très, très fier. Quand je lis ce livre, Ketli, j'ai été fasciné par cette altérité, par cette manière de rencontrer l'autre. En tant que femme, je te regarde te promener dans le marché, regarder les femmes qui se parlent, et j'ai été frappé sociologiquement par ta capacité de rendre la conversation de ces femmes. Je me suis dit, mais ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle Ketli Mars. Tu as un regard vraiment sur l'autre qui est très, très puissant. Et ça m'a vraiment, en fait, j'étais en train de relire ce livre et puis j'ai vu, c'est comme si j'ai entendu ces femmes au marché, j'ai entendu leur voix, j'ai entendu la voix d'Espérance, la voix de Sophonie. Comment tu fais, Ketli, pour écrire, pour être en plein dans la réalité? On sent, comme Toni Morrison le dit si bien, c'est qu'on sent que Ketli Mars ne veut pas trahir la voix d'Espéranta, la voix de Sophonie, la voix de ces gens-là, la voix de Atananiel, qui je les sens, je sens leur corps. Oui, tu as parfaitement raison, Rodney. Et je pense que la qualité première d'un auteur, c'est l'empathie. C'est la disponibilité envers l'autre, savoir écouter l'autre. C'est une très, très grande qualité, l'écoute, et que malheureusement, nous ne mettons pas suffisamment à profit. Parce que dans une discussion, eh bien, on se laisse emporter par ses idées, on a envie de faire fi des idées des autres et on ne s'arrête pas pour écouter. Moi, je pense que c'est une activité qui vous enrichit à l'extrême, d'écouter, même vivre les autres. Et tout ça, c'est nous emmagasinons de la vie, nous emmagasinons des sentiments, nous emmagasinons des douleurs, tout ce que les autres laissent traîner. Pour nous, c'est de l'or, c'est de la matière première. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je dirais. Et en particulier dans le cas de Kassalé, qui est mon premier roman, c'est un roman que j'ai écrit. Vous savez, il y a toujours quelque chose, un petit peu, même quand ce n'est pas énorme, de personnel dans tous les textes qu'on écrit. Et je me rappelle, Jean-Claude Fignolet, pour vous parler de lui encore, disait, mais qu'on n'écrit toujours que de soi. Même quand on parle d'un autre, on le vit par le prisme de nos sentiments nous-mêmes et de notre empathie envers cette personne. Donc, Kassalé est un lieu-dit, c'est un lacou. Le lacou, c'est quoi? C'est un espace social, c'est un espace familial et une configuration qui nous vient d'Afrique.
Et il y avait beaucoup de Lakou à un certain moment en Haïti. Et nous autres, tous haïtiens, aujourd'hui, nous venons de Lakou 2 ou 3 générations plus haut. Et dans ces Lakou, il y avait le vaudou comme religion, comme spiritualité. Donc pour moi, Kassalé, cet endroit qui existe et qui est le Lakou d'origine de ma grand-mère maternelle, a été pour moi un lieu de quête. Je suis retournée, je suis allée, alors je ne connaissais pas du tout à Kassalé au début de ma quarantaine. J'ai rencontré des gens qui étaient mes parents, des gens analphabètes, des gens pauvres, des gens pieds nus. Et cette rencontre a été vraiment pour moi un choc bien heureux, un choc peut-être douloureux, mais il m'a fait sentir pour la première fois que j'étais vraiment ancrée dans cette terre, que je venais de quelque part. Que je n'étais pas un avatar de l'Occident, d'Amérique du Nord ou de quoi que ce soit. J'étais moi-même ancrée dans cette terre qu'on appelle Haïti. Et là, c'était ma famille, c'était mon origine aussi. Donc, cette rencontre a été pour moi un déclencheur extraordinaire de vie, d'énergie, d'authenticité, d'identité. Et j'ai inventé une histoire autour de cette rencontre avec Kassalé, rien que pour garder la fraîcheur, pour garder l'émotion de ce moment de ma vie. Je me dis, je ne veux jamais oublier ce qui m'est arrivé, la simple rencontre avec cet espace, cette partie de moi-même que j'ignorais jusqu'à un âge avancé. Donc, j'ai écrit Kassalé et chaque mot, chaque image, eh bien, porte cet émerveillement que j'ai ressenti de cette rencontre avec, eh bien, cet aspect et de ma famille, de mes origines, cette spiritualité que je ne connaissais pas, que nous autres Haïtiens qui n'avons pas la chance d'avoir grandi dans la spiritualité vaudou, redoutons toujours un petit peu, on nous a fait peur à l'église, à l'école. C'est, voilà, tout ce qui est vaudou est mauvais et ça vient de tellement loin. Eh bien, quand tu rencontres ça et que tu sens toute la force qu'il y a là-dedans, toute la beauté qu'il y a là-dedans, eh bien, c'est un moment qui peut être merveilleux. Merci, en effet, c'est merveilleux. Donc, on va parler un petit peu de Sophonie, il y a une question posée dès le départ, qui a violenté Sophonie la nuit de la grande pluie. Et puis l'autre question que tu poses dans ce livre Kassalé, qui est fondamental et que tu vas essayer de résoudre pour nous, Ketli, je ne sais pas par quelle magie, de qui est l'enfant dans son ventre, dans le ventre de Sophonie, si avec un homme, si aucun homme n'a honoré son lit depuis 7 mois. Donc, c'est vraiment, ça me donne un petit peu l'air de d'épaisse. Donc, je suis dans un univers pratiquement presque fantastique, presque vaudou aussi. Donc, dans une impossibilité. Absolument. Eh bien, voilà, c'est le pouvoir de l'imagination. C'est surtout la grande liberté de l'imagination. Retenez s'il y a quelque chose que je trouve être une chance dans le fait d'être un écrivain, d'avoir pu poursuivre une carrière d'écrivain, d'avoir persévéré, eh bien, c'est ce sentiment de liberté infinie que nous ressentons. Ce n'est pas une liberté de faire des frasques, de provoquer les gens, mais c'est une liberté que nous vivons intimement, mais qui est inébranlable. Et c'est ce que nous donne l'écriture. Nous pouvons inventer à volonté. Nous pouvons décider de comment la vie va se passer, comment les choses vont intervenir. On a toute liberté quand on écrit dans l'espace de cette page qu'on est en train de fabriquer, qu'on est en train d'inventer. Eh bien, on a tout pouvoir. Donc, c'est ça, Sophonie. Eh bien, on peut imaginer comme on veut. Moi, j'aime aussi imaginer avec mon lecteur. Je n'aime pas être trop dans le descriptif. J'aime aussi les zones d'ombre, les zones de gris. Et je veux que mon lecteur m'accompagne aussi et qu'il imagine aussi et qu'il rêve aussi. Donc, Sophonie est enceinte sans avoir rencontré d'homme, mon Dieu. C'est quoi? La seule femme que nous connaissons qui a eu cette situation, c'était la Vierge Marie. Mais pourquoi pas? Pourquoi Sophonie ne serait pas la Vierge Marie aussi? Sans blasphème. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je ne dirai pas de qui elle est enceinte. Il faut lire le livre, il faut comprendre que, eh bien, nous sommes dans un espace où le merveilleux est là, où les esprits sont là, ils habitent les arbres. Et c'est vrai, j'ai rencontré une vieille cousine et une femme qui était presque centenaire. Je lui ai parlé, j'étais assise avec elle, nous avons allumé une bougie, nous avons prié et à un certain moment, elle s'est arrêtée, elle m'a tenu la main, elle a regardé les arbres et elle m'a dit
Ils sont tous là, oui, matin. Ils sont tous là ce matin. Mais je ne pouvais que la croire. C'était tellement beau de la croire. Oui. Non, mais c'est beau. Ketli, je vais t'arrêter tout de suite pour lire un passage que j'ai trouvé tellement beau qui décrit en fait le rêve de Sophonie. Et toi, commère, comment as-tu passé la nuit? Elle parle avec Dilia. OK? Comment te dire? Sophonie essayait avec peine de trouver ses mots. Moi, j'ai passé la nuit à me débattre avec un rêve étrange. Un rêve étrange, répondit Dilia, les yeux brillants. Raconte-le-moi. Sophonie hésita avant de continuer. J'ai rêvé que la rivière transformée en homme prenait possession de moi, de mon corps, de mon âme. Je luttais accroché aux algues, aux galets, mais je coulais dans son bouillonnement impétueux. Je me sentais mourir et naître à la fois. Oui, une sorte d'effrayante jouissance. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et puis, on est là avec Sophonie. Et que ce que je te demande, c'est beaucoup plus sur le style, ce style très vif où on sent Edilia, où on sent les femmes se parler et où on sent, je veux dire, cette manière à l'haïtienne de se rencontrer, de vivre ensemble. Bonjour commère, bonjour compère, etc. Je trouve que c'est une vraie force. Et puis, ça déroule naturellement. C'est comme si on entend ça. Et moi, j'entends ça presque en créole, Ketli. Oui, c'est vrai. Mais voilà, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la caricature. Comme tu disais, il faut respecter ces gens-là. Il faut les prendre dans leur vérité, dans leur réalité, avec leurs limitations, mais avec leur intelligence aussi, avec leur sensibilité. Et ce n'est pas parce que quelqu'un va nu-pied dans la rue et avec son panier de pain sur la tête, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas lire et écrire qu'il ne ressent pas, qu'il n'aime pas, qu'il n'a pas de sagesse, qu'il n'a pas d'expérience. Et c'est ce que j'ai voulu montrer et c'est ce que j'ai découvert, par exemple, je fais une parenthèse rapide, en lisant Jacques Roumain et Gouverneur de la Rosée. J'avais 12 ans quand j'ai lu ce livre et ce livre aussi a été pour moi ce qu'on appelle en anglais un eye-opener. C'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre que les petits préjugés de citadine que j'avais étaient tellement ridicules, tellement désuets. Et voilà, vous présentez des personnages, quels qu'ils soient, vous leur devez du respect. Même un fou doit du respect dans sa folie quand vous le présentez. Même un assassin, il est un être humain, il est peut-être exécrable, mais présentez-le dans toute sa vérité et ne le caricaturez pas, sauf si cela est nécessaire aussi maintenant dans la narration. Donc, oui, et particulièrement, ça, c'est un dialogue entre femmes, moi, j'aime bien, et voilà, cette intimité, cette complicité de femmes, et on se parle, on se comprend, et des fois, même les soupirs peuvent dire beaucoup de choses. Ben, un autre livre qui est fondamental, en fait, c'est L'heure hybride, un livre qui est vraiment, qui m'a beaucoup impressionné. C'est un livre que c'est le livre qui a eu le prix Senghor pour la création littéraire. Donc, c'est vraiment le prix Senghor de la création littéraire. C'est vraiment un livre vraiment magnifique qui se passe à Port-au-Prince avec Rico, etc. Donc, ce gigolo-là. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. Mais c'est un livre tu as osé, Ketli, en tant que femme, de te mettre dans la peau d'un homme. Et cet homme est un gigolo, Ketli. Qu'est-ce que tu ne te permets pas? Tu rentres dans la peau d'un homme, tu dis des choses, tu parles de l'homosexualité. En Haïti, il faut peut-être dire ça aux gens, Ketli, l'homosexualité, ça fait partie de nos tabous. En Haïti, tu rentres là-dedans et puis tu ouvres en fait des voies, Ketli. Oui, alors, L'heure hybride, c'est un roman que j'ai écrit dans l'espace de 3 mois seulement. Il a coulé de source. J'étais dans le bon moment pour l'écrire. Et il annonce en quelque sorte des saisons sauvages où je suis entrée de plein dans la dictature de Duvalier.
Et puisque leur hybride se passe à la fin du régime Duvalier, et quelque temps avant que Jean-Claude Duvalier ne soit renversé du pouvoir de ces 30 années de dictature. Donc, il y a une ambiance de fin du monde, une ambiance voilà, le Titanic qui va couler un peu comme ça. Donc, il faut jouir à outrance, il faut profiter à outrance, voilà, les hommes et les femmes, la baise, la bouffe, l'alcool, l'argent, tout ça, c'était le mot d'ordre de cette époque-là. Donc, moi, j'étais encore jeune, je suis née avec la dictature et les 27 premières années de ma vie se sont passées sous cette dictature-là. Donc, il est normal qu'elle colore, qu'elle serve de toile de fond à certains de mes textes. Et donc, Rico le gigolo, et il y avait aussi ce défi que je me posais parce que j'avais un peu de mal ou bien j'hésitais un peu à faire vivre mes personnages masculins. Est-ce que c'est un petit complexe de femme et d'entrer dans ce territoire homme? Et je me suis dit, eh bien, la meilleure façon de résoudre ce problème, c'est d'écrire un roman entièrement à la première personne, au masculin. Comme ça, je fais mon point, voilà, je m'affranchis de ce petit problème, de ce petit complexe d'auteur et je l'ai fait. Et on m'a tapé sur les doigts pour ça, mais en gros, je dois dire que le roman a été bien reçu et c'est l'un de mes romans très appréciés. Donc, la question de l'homosexualité masculine, en fait, on a envie de parler de ça quand on parle de l'ère hybride, mais en fait, Rodney, quand on lit bien le livre que tu as réédité toi-même, cet aspect-là de la question n'occupe qu'un 50e du roman, jusqu'à la fin. Et pourtant, c'est ce qui frappe tous ceux qui parlent. Donc, c'est dire voilà, l'importance de cette question dans la société haïtienne à l'époque où j'ai écrit ce livre, c'est pas loin de 20 ans, et jusqu'à nos jours où l'homosexualité reste un sujet tabou, reste un interdit dans tous les domaines, bien que nous savons qu'il y a une société homosexuelle en Haïti, mais il faut en être pour les connaître. Ils se rencontrent en petits circuits. Et les rares qui ont essayé de transcender cet interdit, ils l'ont payé cher. Ils l'ont payé cher. Je me souviens de ce jeune homme qui a été tué dernièrement, qui avait mis sur pied voilà, une association de défense des droits des LGBT. Donc, c'est dire que ce petit livre, il avait choqué à sa sortie. Et moi, je ne m'étais pas posé de questions. Encore une fois, je reviens à cet effet de liberté dont je t'ai parlé, que nous acquérons à chaque livre que nous écrivons, à chaque texte que nous publions. Et parce que si on doit se dire à chaque fois qu'on écrit, eh bien, ça ne va pas plaire aux politiciens, ça ne va pas plaire aux lesbiennes, ça ne va pas plaire aux religieux, eh bien, on est mort. On ne peut pas écrire comme ça. Donc, c'était ça mon idée, peut-être un peu en avance et sur mon temps, mais il fallait que voilà, la question sorte le plus naturellement que possible. Je vais aller à Saison sauvage, parce que tu en parles, Saison sauvage, qui est un livre vraiment majeur, très fort, très dur, très, très puissant. Et puis, je prends un extrait de ce livre qui dit « Nous développons à notre insu un seuil de tolérance qui s'adapte aux étapes de notre descente aux enfers. L'enfer devient familier. On apprend à le gérer. » Et cette phrase m'a beaucoup fait, en fait, réfléchir. En fait, Saison sauvage, cette espèce de... Parce qu'on est en pleine dictature de Duvalier. On est vraiment... On est là. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce livre-là, Ketli? Je pense que c'est un livre majeur dans une carrière comme ça, s'attaquer à la structure politique même. Je pense que ce livre s'accroche à la base, à la fondation même du pays et de son imaginaire. Tout à fait, Rodney. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis voilà, un produit aussi de cette dictature, puisque l'ayant été à la mamelle. Et écrire Saison sauvage, c'était une façon pour moi de comprendre, parce que j'ai dû faire des recherches. Et
dans mon enfance, eh bien, je subissais cette dictature, on s'adaptait, les familles s'adaptaient, on apprenait à vivre, on apprenait à se taire, on apprenait à oublier les disparus. Donc, ce n'est qu'adulte que j'ai voulu comprendre. Et puis, à la chute de la dictature aussi, eh bien, c'était la censure est levée, des livres qui sortaient, des témoignages qui sortaient. J'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des histoires qui se passaient dans les familles, etc. Donc, moi aussi, c'était surtout, avant tout, une chose que j'ai faite pour moi, pour comprendre. Et évidemment, étant l'auteur que je suis, j'ai abordé la dictature d'un point de vue intime, dans l'intimité d'une famille. Tout ça se passe bien, à l'intérieur, dans des alcôves, ça se passe dans la chambre à coucher. Cette femme dont le mari a été arrêté parce qu'il est un dissident communiste et qui va frapper à la porte d'un grand Manitou du pouvoir du valériste pour essayer d'avoir des nouvelles et éventuellement d'avoir la libération de son mari. Elle avait frappé à la porte du diable, elle le savait, mais elle a pris sa chance. Et c'est de là que commence maintenant une histoire. Est-ce qu'on peut dire une histoire d'amour? Enfin, une histoire amoureuse entre cet homme. Et un facteur important aussi qui a joué en faveur de cette femme, c'est qu'elle est une mulâtresse. Donc, le colorisme en Haïti, j'en ai profité pour le mettre aussi en plein jour en littérature, encore une fois, après d'autres. Et donc, c'est comme ça que, voilà, Saison sauvage a été motivée. Cette écriture-là a été motivée. Et il m'est arrivé de voir des commentaires de lecteurs et de lire quelqu'un qui disait que, eh bien, c'est en lisant Saison sauvage que j'ai vraiment compris ce qu'était la dictature. Et là, vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, eh bien, Ketli, tu as fait œuvre qui vaille. Ce n'était pas seulement une question de succès de librairie, c'était un devoir de mémoire, c'était de faire comprendre aux autres ce que ça peut être. Les nuances, le niveau de cynisme, comment cette mainmise sur la vie des gens peut être dure à vivre et comment aussi il est difficile de juger ceux qui se retrouvent là-dedans d'un côté ou d'un autre. Et il faut être à la place Je suis très, très content de ce que tu dis là, Ketli, parce que moi, je suis beaucoup Nirva, elle qui rencontre ce secrétaire d'État, Makout, en fait, du valériste, et puis elle qui, en même temps, accepte de coucher avec cet homme, parce qu'elle accepte justement pour sauver son mari. Donc, et ce qui est drôle, c'est comment elle-même, elle s'initie à cette acceptation. C'est comme s'il y avait un chemin initiatique pour ne pas se détester, pour ne pas avoir honte d'elle-même. Et je pense que c'est très fort quand elle veut assumer quelque chose qui est complètement inassumable. Donc, je pense que c'est vraiment, j'ai trouvé qu'il y a tellement de complexité, tellement de nuances dans le regard que moi, je porte à Nirva, donc qui devient officiellement la maîtresse d'un ministre Makout. Donc, oui, d'un ministre Makout. Et cette relation, eh bien, elle évolue et Nirva se surprend à jouir de tout ce qui apporte cet homme dans sa vie, tant dans son lit sexuellement que dans les anses économiques qu'il apporte pour elle, parce qu'avec l'arrestation de son mari, eh bien, elle se serait trouvée bien vite dans la gêne. Et donc, c'est ce paradoxe-là qui est important dans le livre, que Nirva, eh bien, finalement, se laisse aller pleinement à vivre cette relation, malgré le regard des autres, malgré les critiques des autres, malgré les membres de sa famille qui, voilà, la rejettent un peu. Donc, elle assume entièrement, puisque, comme on dit, eh bien, mal net. Voilà, autant en profiter. Et si ça peut servir à sauver la vie de son mari, eh bien, c'est tant mieux. Mais de plus en plus, dans le livre, on se rend compte de sa lucidité et qu'il arrive un point où elle-même, elle n'y croit presque plus. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'elle soit mulâtresse, et tu parlais du colorisme en Haïti, mais le fait qu'elle soit mulâtresse et Nirva,
et ça lui donne, en fait, ça a créé le fantasme naturellement chez Raoul, le macoute, parce que les macoutes aiment beaucoup, en fait, se défouler. Donc, la mulâtresse, c'était un interdit. Donc, Raoul, et puis il était heureux de trouver cette mulâtresse-là. Mais ce que je veux dire, il y a un racisme à l'haïtienne que l'on voit, mais c'est tellement avec nuance, sans même dire ça, et on le trouve dans ton livre, et même dans leur hybride aussi. Dans leur hybride. On trouve ça, c'est-à-dire les rencontres comme dans d'autres de tes livres, c'est-à-dire il y a toujours des fêtes à Pétionville, dans de grands quartiers, et puis il y a des pauvres qui entrent dans la fête, et puis et c'est le sexe qui rend possible souvent ces genres de rencontres. Comment tu peux nous parler de cette société, il y a une violence dans la douceur, même dans la jouissance dont tu parlais tantôt, la jouissance de Nirva, même dans la jouissance, même dans le regard entre noirs et mulâtres en Haïti, il y a cette violence-là. Comment tu fais pour rendre ça sans s'en rendre compte, sans crier « Ah, ça, c'est le racisme, ça, c'est etc. » Bon, écoutez, Rodney, il faut vivre en Haïti pour avoir cette sensibilité de nuance et qui n'est pas exclusive à Haïti. Toi aussi, tu voyages beaucoup, tu sais sûrement que dans les Antilles françaises, que dans d'autres pays de la Caraïbe, eh bien, il y a cette sensibilité de peau. Il y a et il se trouve qu'en Haïti, pays qui a quand même connu l'esclavage pendant 300 ans, aujourd'hui où nous parlons, eh bien, la minorité possédante la plus riche en Haïti est de teint clair. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'histoire, on va dire. Donc, en Haïti, il y a 2 facteurs qui font que l'on peut classer d'un coup d'œil une personne, c'est sa teinte de peau et la langue qu'elle parle. Si tu ne maîtrises pas le français, si tu ne parles pas bien le français, eh bien, on te classe dans une catégorie. Et les teintes de peau aussi, bien que maintenant, c'est devenu plus, voilà, ça se mélange, c'est beaucoup plus complexe, mais quand même, ça demeure. Et ça demeure, et le canon de teint clair, il existe bel et bien. Je le vois aujourd'hui dans cette mode de blanchir la peau qu'ont certaines femmes et certains hommes aussi, pour atteindre un idéal de blancheur est incroyable. Pour moi, c'est effarant. Comment vouloir ça? Comment accepter ça? Et ce sont des questions, je pense, que les sociologues ont probablement abordées et qu'on doit continuer d'aborder. D'abord, le point de vue médical, les gens mettent leur santé en jeu pour se gâter la peau avec des crèmes agressives, et puis aussi la satisfaction que ça donne automatiquement de savoir qu'on a le teint plus clair, même si on sait, tout le monde voit que c'est du fake. Mais quand même, au fond de vous, vous avez satisfait à quelque chose. Donc, ce sont ces nuances qu'on ignore peut-être dans les sociétés occidentales, mais qui sont des réminiscences de l'esclavagisme, de l'époque coloniale, où ces nuances-là, eh bien, avaient toute leur importance et avaient été disséquées, étudiées par le blanc colon, eh bien, pour créer des nuances de catégories et des différences aussi entre les différents groupes, tout ça pour créer et diviser. Donc, et plus on approchait du blanc, eh bien, mieux ça allait. Et voilà, donc le noir, le bossal, celui qui venait de rentrer d'Afrique et qui n'avait pas encore eu la chance d'être métissé, eh bien, il était au plus bas de l'échelon. Donc, ce sont des choses qui nous sont demeurées comme des travers de société et qui, malheureusement, ont encore une influence sur notre vivre ensemble. Un autre livre de Ketli Mars, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est Fado, Ketli. Quand je l'ai lu avec émerveillement, c'est un petit bijou, ce livre. J'aimerais bien que tu nous en parles, parce qu'il y a tellement de questions, Ketli, donc tellement de choses à dire. Donc. Mais tu sais, Rodney, je parlais d'écouter. Il faut écouter quand les gens te racontent leur vie. Et j'ai fait plusieurs fois l'expérience de gens que j'ai rencontrés pour la première fois, parce que ça me fait penser à Fado. Fado, j'étais dans une petite réception de première communion
ça fait très longtemps. Et le hasard a fait que j'étais assise à côté d'une jeune femme, une femme trentaine, début quarantaine, et qui en 45 minutes a raconté sa vie, son divorce, sa douleur et tout ça. Et une autre fois encore, je me rappelle, j'étais en France dans une résidence d'écriture, et puis le soir à dîner, j'étais assise à côté d'une femme. On a juste s'est dit bonjour, et puis voilà, je suis d'Haïti, elle m'a dit son nom, et puis comme ça, par mon silence, mais un silence attentif, un silence empathique, elle s'est mise à me raconter sa vie. Et à un certain moment, elle-même, elle s'est surprise, elle m'a dit, mais tiens, pourquoi je vous raconte ma vie? Et bien souvent, ce sont là que commencent des romans aussi. Évidemment, vous allez tout changer, ou même, c'est même pas nécessaire de tout changer, puisque cette femme, je ne la connaissais pas. Je ne sais que ce qu'elle m'a dit d'elle, mais maintenant, mon imagination va créer toute une histoire autour de ce noyau-là, de cet embryon qui m'a frappé, de cette situation humaine qui pour moi m'a semblé bien importante que j'en fasse une histoire. Donc, c'est un peu ça l'histoire de Fado, d'une femme qui vivait dans la sécurité de son foyer, dans l'assurance de la fidélité, de la confiance qu'elle avait en son époux, et qui se voit repoussée, répudiée comme ça, du jour au lendemain, est laissée pour une femme plus jeune, qui donne déjà un enfant à son mari alors qu'elle-même, elle n'a jamais pu en avoir. Et bien voilà, elle s'écroule. Elle s'écroule, et puis la tête s'en va et elle devient autre. Elle vit une dualité d'esprit, de personnalité. Alors, le tour de force dans ce roman a été de faire que jusqu'à la fin, on ne sache pas si Anaïs est vraiment Frida ou bien si elle fantasme dans tout le roman. Donc, et moi, là encore, même moi, il m'arrive de ne pas trop savoir. C'est bon. Mais tu utilises beaucoup le procédé de dédoublement, comme dans le vaudou, tous tes personnages, Sophonie, Athanaël, Rico, ils ont cette double face qu'ils jouent. Et toi, comme romancière, tu joues souvent avec cette double face. Ketli, tu dis que tu es une écrivaine dérangeante. Tu le dis, dérangeante par les thèmes que j'aborde et la violence qui surprend souvent. Et puis mon désir, mon refus d'infantiliser les lectrices et lecteurs en condamnant les dérives et les travers humains que je dénonce. OK, c'est intéressant, tu parles de mon refus de happy ending qui soulage. Tu as écrit un livre et qui est vraiment un livre très, très difficile. C'est ce livre qui parle de Canaan et que je trouve qui est une merveille parce que tu as l'art d'entrer de donner la parole aux gens comme dans Je suis vivant. On a l'impression toujours que tu invites tout le monde, tu donnes la parole de manière décomplexée à tout le monde. C'est que tout le monde est là sur une place et puis tout le monde, et tu as cette multitude de voix qui peuplent le livre. Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot, parce qu'on parle du séisme, on parle de Canaan, qui est une autre forme de racisme à l'haïtienne, une forme d'exclusion, etc. Et toi, tu entres dans des milieux où d'habitude, des gens comme toi ne rentrent pas, comme Canaan. Et puis après, on va passer la parole à Alexandra Ketli, très brièvement, parce qu'il y a 10 000 questions pour toi là, Ketli. D'accord. Eh bien, après le tremblement de terre, tout le monde sait ce que c'est, a une idée de ce que nous avons vécu. Et voilà, moi, j'étais tellement abattue, je me suis dit, bon, je ne vais pas écrire un livre qui serait trop sombre, et je vais attendre, peut-être que ça viendra, peut-être que ça ne viendra pas. Mais encore une fois, devant le traitement qui a été fait au peuple haïtien, quelques semaines après ce tremblement de terre, quand les besoins étaient tellement criants, étaient tellement durs, et tu vois le traitement qui est fait avec tous ces millions, toute cette aide qui a déferlé sur Haïti, et on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est possible?
Et c'est ça la révolte, c'est ça qui fait mal. Parce que, voilà, et que des gens vivent sur des places publiques, sous des tentes, et voilà, et pendant des années, alors qu'il y a eu tellement de solidarité, tellement de millions, on parle de milliards qui ont été donnés, que quand on fait le bilan, je ne suis pas celle qui l'a fait, d'autres l'ont fait pour moi. Il faut voir le film de Raoul Peck, et Assistance mortelle. On prétend que seulement 10% de l'aide est arrivée vraiment à ceux qui en avaient besoin. Mais c'est un sujet qui est extrêmement difficile et, encore une fois, qui n'est pas l'exclusivité haïtienne. Ce problème-là de l'aide internationale, eh bien, il se retrouve dans beaucoup de pays en voie de développement, de pays émergents. Et voilà, donc moi, j'ai été vraiment interpellée quand j'ai vu Canaan, ce grand bidonville qui était voilà, en devenir. Et je me suis dit, mais mon Dieu, on ne peut pas mettre des gens à vivre comme ça au flanc d'un monde sec, sans un arbre, sans eau, sans électricité, sans dispensaire, sans école. Et vraiment, tout ça, ça m'est sorti dans ce roman. Donc, une façon de dire ma peine, mon ras-le-bol, et se traduit dans ce personnage qui est quand même un homme, entre guillemets, de bien, mais qui, voilà, sous l'influence, voilà, qui est paumé, qui est entièrement désabusé, et bien qui va lui-même rencontrer des petites filles dans le camp de Canaan. Il est devenu un pédophile et il n'assume pas, mais il y revient. Donc, c'est une façon de dire aussi, voilà, la dureté de ce qui nous arrivait et nos dérives aussi. Donc, si j'ai fait en sorte qu'à la fin, il y a une possibilité de rédemption de cet homme par l'écriture, eh bien, je fais un grand pari sur l'imagination, un grand pari sur l'intelligence qui, voilà, nous permettra peut-être de sortir de nous-mêmes, de là où nous nous trouvons pour le moment. Merci, Ketli. Donc, je passe la parole à Alexandra. Merci beaucoup, Rodney, pour tes questions qui nous ont permis de découvrir plusieurs facettes des œuvres de Ketli Mars. Ketli, merci de votre présence, de ce témoignage tellement généreux du partage des secrets sur votre littérature. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous êtes une femme qui aime écouter les autres, qui attire une grande attention à ce que dit l'autre et que vous transposez ensuite ça, entre autres, dans votre écriture. Donc là, vous allez écouter notre public. Moi, je suis porte-parole de nos auditrices et auditeurs qui sont avec nous, qui vous saluent très chaleureusement. Rodney, Ketli, qui vous remercie vraiment pour cet bel échange. La première question que je vous pose, Ketli, c'est la question qui concerne notre public cible, qui est composé dans la plupart des cas d'enseignants, de professeurs de français qui enseignent la littérature ou le français tout court. Donc, lequel de vos romans vous pourriez conseiller à nos professeurs pour qu'ils puissent parler de thèmes importants avec le jeune? Très bien. Bon, j'aurais conseillé, dans un premier temps, Kassalé. Kassalé, c'est une façon d'entrer vraiment de plein pied dans la culture haïtienne, dans nos croyances ancestrales. Et c'est fait de façon pas vraiment avec un ton académique ou quoi que ce soit. C'est une histoire. Il y a beaucoup de merveilleux là-dedans, de réalisme merveilleux. Je prends beaucoup de liberté dans ce texte. C'est un langage aussi très poétique, mais qui va apprendre au lecteur, eh bien, voilà les nuances de la culture haïtienne et l'ambiguïté spirituelle que nous vivons parce que nous sommes un peuple chrétien, baptisé pour la plupart, mais qui, au fond de nous-mêmes, nous sommes tous aussi vaudouisants. Et évidemment, je sais qu'il y en a qui vont
voler au plafond quand je dis quelque chose comme ça, mais quand je le dis, je veux dire que nous avons des atavismes de cette spiritualité, nous avons notre petit fond de superstition, et que l'on l'admette ou pas. Et comme je dis, 2 ou 3 générations plus tôt, tous les Haïtiens viennent de la cour, viennent d'une structure africaine. Donc, c'est une bonne façon de faire connaissance avec cette culture. Et puis ensuite, je parlerai de leur hybride parce que c'est un petit roman, petit en termes de longueur, qu'on peut lire dans une journée ou 2 jours si on n'a pas trop de temps. Et aussi qui est quand même, pour moi, un tableau aussi d'une société en décadence et d'un fin de règne de dictature qui a ouvert aussi sur une époque qui va être extrêmement difficile. Donc, et aussi qui voilà, questionne beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, Rodney et moi. Par exemple, c'est l'histoire de ce gigolo qui va chercher des femmes de certain âge mûr. Donc, je mets la question des femmes d'âge mûr qui rencontrent des jeunes, les cougars avant l'heure. Donc, ça aussi, c'est un thème qui est dans une modernité aujourd'hui. Donc, oui, je pense. Et puis, l'écriture, ça coule. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est une histoire racontée à la première personne que l'on suit avec beaucoup de nuances. Et je joue avec les nuances de la lumière et des nuances de la parole parce que tout se passe dans moins de 10 heures de temps. Donc, c'est intéressant et ça accroche. Moi, je me rappelle, j'avais fait un cours en ligne avec un groupe à l'université là-bas. Et l'un des cours, eh bien, j'ai fait la lecture de ce roman en boucle. Les étudiants ont lu chacun une page de ce livre. Eh bien, au bout de 45 minutes, on en avait déjà terminé et c'était merveilleux. Après, tout le monde n'avait plus rien à dire. On était absorbé par le roman et c'était vraiment une belle expérience. Bon, ben, j'achète la proposition. C'est noté pour nous. On en parle dans notre réseau, c'est sûr. Maintenant, Ketli, votre dernier roman, c'est L'Ange du Patriarche, n'est-ce pas? Et nous avons une question de la part de Francesca qui est totalement sous l'influence, sous la beauté de ce texte. Elle voudrait savoir d'où est-ce que vient l'inspiration pour une histoire pareille. Ah. Là, on est en train de me tirer les verres du nez, n'est-ce pas? Et il y a aussi un petit peu d'histoire personnelle là-dedans. Et vous savez, toutes les familles ont leur légende. Hein? Et je suppose leurs secrets. Leurs secrets, leurs histoires dont on ne parle pas, que certains fouineurs arrivent à questionner et à comprendre. Donc, c'est un peu inspiré par une légende familiale que j'ai extrapolée et puis j'en ai fait vraiment une grande saga qui se passe sur trois pays avec beaucoup de familles impliquées et tout ça. Mais en fait, ce qui a surtout justifié l'écriture de ce livre, c'est mon désir de ne jamais écrire le même livre 2 fois. Je veux toujours tenter autre chose et sortir de ma zone de confort et me poser des défis, des challenges. Et ça, c'était pour moi un défi, écrire une sorte de thriller. Un thriller mystique, métaphysique, et le vaudou se prête tellement bien à ça. Mais il n'y a pas que le vaudou dans le livre, il y a aussi le christianisme, il y a aussi le mysticisme angélique. J'ai fait vraiment un brassage de toutes ces croyances, de toutes ces choses qui ont des aspects assez effrayants aussi des fois. Et pour moi, c'était ça, écrire un livre à suspense, un livre très légèrement gore, sur les bords, pas mal de sang. Donc, c'est ça, c'est sortir de mon habituel. Et c'est un roman qui m'a donné des frayeurs moi-même en l'écrivant. Je peux comprendre que les lecteurs ressentent aussi la même chose, mais ceux qui aiment les sensations fortes, eh bien, ils seront bien servis. Donc, c'est un peu ça. Mais là, je ne vais pas retourner à ce genre tout de suite. Là, j'ai besoin de calme et le roman que je travaille, il est vraiment dans un registre beaucoup plus doux.
Bon, mais les émotions fortes, on va pas trahir l'histoire, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de suspense. On vous le conseille chaleureusement. La lecture, il est disponible dans notre Bibliothèque des Amériques. Et la dernière question. De Catherine Foulon qui nous dit qu'elle trouve très intéressant que vous écrivez la poésie en créole et la fiction en français. Est-ce que vous pourriez développer d'où vient cette évolution ou cette prise de décision de travailler dans deux langues différentes? Très bien. Je pense que c'est le temps, l'évolution du temps en Haïti, puisque moi, et de par ma génération, j'ai grandi dans la culture française, francophone, et parler créole était presque un tabou pour moi quand j'étais gamine. Mon père interdisait de parler créole à la maison, et sous peine de punition corporelle. Hein? Donc, et beaucoup de gens se reconnaîtront dans ce que je dis. Donc, j'ai fait des études en français et mes premières émotions littéraires se sont faites dans la langue française. Donc, voilà. Donc, il était tout à fait normal que mon besoin d'écrire se traduise en français. Et puis, le temps a passé. Évidemment, il y a toujours eu de la littérature en créole dans l'histoire de la littérature en Haïti, mais ce n'est pas nombreux, ils n'ont pas été nombreux à le faire et ce n'était pas systématique. Mais maintenant, avec l'évolution de la société, avec les grands courants de revendication des jeunes aussi, de recherche d'identité, d'affirmation de soi que nous connaissons, particulièrement depuis la fin de la dictature où toute censure a été levée sur la littérature en Haïti, il y a eu une remontée du créole. Tous les médias, pour la plupart télévisés, radiodiffusés, etc., font des émissions en créole. L'école a emboîté le pas. Mes enfants ont eu des cours de créole à l'école, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et il y a une jeune littérature créole qui s'impose de plus en plus. Et moi, j'ai la chance d'être près des jeunes, soit comme étant membre de jury littéraire, soit en allant beaucoup vers les scolaires pour faire des rencontres de lecture, soit dans ce dernier poste où j'ai été présidente du Pen Club Haïti, donc une association de journalistes et d'écrivains. Je peux vous assurer qu'il y a une littérature créole en force en Haïti aujourd'hui, qui se cherche toujours. La langue n'est pas une langue écoulée dans le béton, mais elle est langue officielle depuis quelque temps. Et il y a un travail, surtout au niveau de la poésie, qui se fait. Et donc, je me suis naturellement glissée dans cet élan-là. Ça m'est venu maintenant tout naturel. Et vous savez que la poésie, ce n'est pas quelque chose, du moins le premier jet poétique ne se réfléchit pas trop, il vous vient. En anglais, on dit « it's a given ». Et je sens que quand ça me vient et que je l'exprime en créole, c'est plus fort, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus vrai. Est-ce que je me trompe? Est-ce une illusion? Je ne saurais dire, mais c'est ce que je ressens. Et donc, c'est ça I'm going with the flow. Je suis le mouvement et cette langue qui devient de plus en plus présente et de plus en plus belle quand elle est bien travaillée, et moi aussi, et voilà, je ressens le désir d'écrire en créole et ça passe bien. Voilà, c'est beaucoup plus clair pour nous. En effet, avec l'évolution, n'est-ce pas, historique actuelle qui s'est faite avec la reconnaissance de la langue créole, la production littéraire. Oui. Écoutez, malheureusement, c'est la fin de cette dernière conversation littéraire. Je tiens chaleureusement vraiment à remercier notre invitée d'aujourd'hui, Ketli Mars. Merci d'être avec nous, Ketli. Merci de m'avoir invitée aussi. C'était une grande leçon de la littérature haïtienne avec vous, avec Rodney Saint-Éloi. Merci à vous. Mais pour moi, c'est aussi le temps de remercier tout le monde qui était avec nous pendant la 2e édition Noire Amérique. Donc, un immense merci à nos collaborateurs
Merci à nos auteurs invités de grands talents qui étaient avec nous pendant 3 semaines. Un merci tout spécial à notre animateur, Rodney Saint-Éloi, qui a brillamment animé ces rencontres, qui nous a permis de découvrir de talents et de nouvelles facettes des œuvres des auteurs invités. Et mes remerciements très chaleureux vont également à vous, chères auditrices et auditeurs, lectrices, lecteurs. Mais c'est grâce à vous qu'on a pu tenir ces rencontres. C'est grâce à vous, à votre présence, qu'on a pu lancer cette 2e édition. Et je suis sûre et persuadée, sûre et certaine que le succès de Noir Amérique, c'est le succès de la littérature tout court, qui a cette force de rassembler tout le monde. Donc, avant de terminer, avant de vous dire vraiment, vraiment au revoir, je vous rappelle 2 choses. Premièrement, les livres de Kitli Marx, Blaise Ndala et Gisèle Pineau, nos invités de 2e édition, sont disponibles dans le catalogue numérique de la Bibliothèque des Amériques. L'adresse à retenir, bibliothèquedesamériques.com. 2e information, mais je vous invite à vous inscrire au Centre de la francophonie des Amériques. Nous organisons plusieurs activités gratuites qui peuvent vous intéresser. Et je vous encourage à devenir membre du Centre de la francophonie. 2e adresse à retenir, francophoniedésamériques.com. Donc, merci encore pour votre présence. Je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand, peut-être à la 3e édition de Noir Amérique. Peut-être qu'on peut dire merci aussi à Alexandra qui nous a accompagnés, qui nous a vraiment écoutés et qui a pris très à cœur cette activité. Merci aux auditrices et aux éditeurs et auditeurs. Et merci à tous les participants, Blaise Ndala, Gisèle Pineau, et encore merci au Centre de la francophonie. J'aimerais peut-être finir sur ce mot et qu'il y a quelqu'un qui dit vivement la 3e édition. Ils sont de partout, hein, Kitli. Il y a quelqu'un qui dit et bravo au Centre de la francophonie et que c'est excellent, qu'on doit continuer. Ils disent un grand bravo au Centre de la francophonie. Donc, bravo au Centre de la francophonie. Tout à fait, bien mérité. Merci et on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Merci, au revoir tout le monde.